On nous parle d'un certain sentiment anti-français en Afrique. Il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. Mais les Africains, qui sont de plus en plus jeunes, le leadership africain de plus en plus jeune, nous sommes outrés de voir qu'un président de la République de France, jeune, aille trinquer avec des septuagénaires, décriés et vomis par leur peuple. C'est ça le vrai problème. Et comme ils sont à 80% vomis dans leur pays, si vous venez trinquer avec eux, vous voulez qu'on vous aime pour cela? L'Afrique a besoin d'un nouveau leadership. Et c'est ce nouveau leadership que nous voulons incarner. Parce que ce n'est pas M. Ouattara qui est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il a essayé de faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Et aujourd'hui, il veut une dévolution du pouvoir de façon monarchique. Ce que nous n'accepterons pas. On me l'a reproché, cette franchise. On m'a dit, ah, M. Soro, vous devez plutôt tenir un discours. J'ai dit non, je suis un whistleblower. J'attire l'attention des uns et des autres sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors vous avez raison de craindre qu'il y ait violence en Côte d'Ivoire. Et pour la première fois de l'histoire de notre pays, au lieu de connaître une crise post-électorale, cette fois nous avons une crise pré-électorale. Quand j'entends M. Ouattara dire qu'il donnera sa décision s'il va être candidat ou non en juillet, mais ça veut dire qu'il n'a pas l'intention d'organiser l'élection. Parce que s'il donne sa position en juillet, aucun mécanisme n'a été déjà enclenché pour organiser ces élections. En juillet, il restera août, septembre, octobre pour l'élection. Vous croyez qu'en 3 mois, on pourra organiser cette élection? M. Ouattara est en train de nous dire où vous me laissez me présenter à l'élection présidentielle et l'élection aura lieu, ou vous ne me laissez pas me présenter et alors il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. En ce qui me concerne, je n'ai pas vocation à être président en France. Voilà, je dois rentrer en Côte d'Ivoire pour être président en Côte d'Ivoire. Et je dis bien que nous allons nous organiser de telle sorte que mon entrée soit possible en Côte d'Ivoire. Parce que, et je vais vous le dire, M. Ouattara veut m'écarter de l'élection présidentielle de 2020, tout simplement parce que je suis le favori. Et tous les sondages le disent. Vous ne trouvez pas, et je crois un de mes avocats l'a relevé, c'est le jour où je décide de rentrer en Côte d'Ivoire qu'on découvre que je suis receleur d'un bien immobilier. Qu'on découvre que je vais faire un coup d'État. Je vous rappelle que l'acquisition de la résidence querellée est parfaitement légale. Je dis bien parfaitement légale et c'est une opération qui a été réalisée en 2008. Cela fait 12 ans. Donc, M. Ouattara ne s'est souvenu que j'étais un receleur que seulement le 23 décembre, alors que j'ai été son Premier ministre, j'ai été son président de l'Assemblée nationale, et que jusqu'à aujourd'hui, il me demande encore de militer dans son parti. Ou bien quand on milite dans le parti de M. Ouattara, on a une immunité particulière. Ensuite, en ce qui concerne la tentative de, je sais pas, atteinte à l'autorité de l'État, un concept brumeux, fumeux, où vous voulez faire un coup d'État, ou vous n'avez pas à faire un coup d'État, je ne sais pas quelle est cette histoire d'autorité. Je vous rappelle que ces enregistrements ont été réalisés en 2017. N'étais-je pas justiciable en 2017? N'étais-je pas justiciable en 2018? Pourquoi on attend le 23 décembre pour produire une bande sonore comme élément de preuve? Ceci, vous en conviendrez, M. Ouattara veut écarter un candidat sérieux à l'élection présidentielle. Mais ce qui me désole, que je veux partager avec vous, je suis tout de même parmi ces jeunes
qui ont consacré 15 ans de leur vie à s'opposer à l'exclusion de M. Ouattara de la scène politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes allés en prison parce que nous ne voulions pas qu'on écarte M. Ouattara de l'élection présidentielle. D'abord, M. Ouattara a été empêché de se présenter en 1995. Il a été empêché de se présenter en 2000. Vous savez, c'est curieux, belle ironie de l'histoire. M. Ouattara a eu aussi un mandat d'arrêt pour atteinte pour coup d'État. Le Ouattara qui est là, qui veut m'accuser de coup d'État. Et il y a une belle phrase que je viens d'apprendre aujourd'hui, il faut que je la retrouve, de Victor Hugo, je ne sais plus où est. Opprimé, opprimé hier, oppresseur aujourd'hui. Donc M. Ouattara lui-même, qui a été banni, écarté de l'élection, pour tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, pour nationalité douteuse, et pour usage, comment on appelle ça, les avocats, usage de quoi? Faux. Faux et usage de faux. C'est lui qui vient, moi, m'accuser de tentative de déstabilisation. Je vais être franc à vous. Oui, j'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Et je l'ai fait pour M. Ouattara. C'est la seule que je reconnais, que j'assume. Et pour laquelle une amnistie a été votée en Côte d'Ivoire et pour laquelle je continue jusqu'à ce jour à demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Je n'accepterai pas que celui qui a eu hier un mandat d'arrêt pour coup d'État, pour faux et pour nationalité douteuse vienne à écarter un fils de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons plus accepter que, après avoir élu des personnes, qu'elles viennent s'accaparer, caporaliser l'État et veuillent changer la Constitution pour demeurer au pouvoir. Ça, c'est terminé. Je voudrais vous signaler que M. Bédié et moi, nous avons un accord politique. Nous avons décidé d'aller à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le candidat de l'opposition, qui est le mieux placé, sera soutenu par les autres. C'est-à-dire qu'au soir du 31 octobre 2020, si je suis premier et que je suis qualifié pour le second tour, M. Bédié me soutiendra et vice-versa. Donc, j'ai, pour ma part, donc, cet accord avec M. Bédié. J'ai rencontré Blé Goudé à La Haye et j'ai demandé à rencontrer M. Gbagbo. Nos équipes travaillent sur cette demande d'audience. L'opposition va se regrouper, se rassembler pour constituer l'alternance crédible et imparable pour 2020. Ouattara lui-même qui a fait combien d'années en exil, venir reconduire ces pratiques, je peux vous dire ma profonde déception. Jamais, et je pense que peu d'entre vous auraient pu imaginer que M. Ouattara, venu du FMI, l'homme policier qui nous disait qu'il a rétabli et relevé l'économie de 120 pays, en soit aujourd'hui, à 3 mois des élections, à ne pas savoir s'il est candidat ou pas. En soit aujourd'hui, et ils vous l'ont dit, à faire des arrestations arbitraires et que la torture encore existe en Côte d'Ivoire. Pour ma part, si je veux parler de moi-même, j'ai quand même 2 jeunes frères de même père, même mère qui sont tenus otages. Ils ne sont pas politiques. On les a pris juste pour faire pression sur ma personne. De telles pratiques, il faut l'avouer, nous les découvrons avec M. Ouattara. Et ça, c'est quelque chose de surprenant. Évidemment, vous me demandez certainement si j'ai le soutien de certains chefs d'État de la sous-région. Vous imaginez bien que je ne vous dirai pas. Mais ce que... voilà. Bon, évidemment, M. Ouattara a ses amitiés. Tous ceux qui veulent rester au pouvoir. Et j'ai mes amitiés, tous ceux qui pensent que l'Afrique mérite un nouveau leadership. Voilà. Si on a réussi à faire des élections
qui ont respecté les standards internationaux en Côte d'Ivoire en 2010, la même communauté qui a financé à coups de milliards cette élection ne devrait pas être en retrait de l'élection de 2020 qui pourrait conduire à une fracture. Alors, comparaison n'est pas raison. Comment voulez-vous imaginer, vous, qu'en 2010, il y a eu une élection démocratique transparente qui, malgré tout, a conduit à une guerre de 3000 morts? Comment pouvez-vous imaginer qu'une élection qui déjà prend les sentiers sinueux d'une élection truquée, bâclée, ne produise pas les mêmes effets? C'est la question que je vous pose. En ce qui me concerne, je partais le 23 décembre en pleine connaissance de cause de ce qui m'attendait à Abidjan. Des rumeurs circulaient de ce que je serais arrêté. Et moi, je partais parce que je ne voulais pas fuir la justice de mon pays. Ça, il faut que ce soit très clair. Depuis ma jeunesse en tant qu'étudiant, je n'ai jamais fui la justice de mon pays. Je partais le 23 décembre pour affronter et assumer toute ma responsabilité. Mais je ne suis pas en France ici par ma volonté. J'étais dans l'avion, je ne sais pas à combien de pieds du sol, lorsque le pilote est venu me dire qu'il avait reçu des informations de la tour de contrôle de Niamey que notre avion serait pris d'assaut à son atterrissage. Je dis bien, le pilote exige, je vous donnerai les coordonnées de la compagnie, vous lui posez la question. Il s'est exprimé en anglais. Il dit, Mr. Soro, do you know that at our landing in Abidjan, military will shoot the plane, Vous imaginez quand vous êtes en l'air là-bas et qu'on vous dit ça. Donc, d'autorité, le pilote m'a demandé de choisir entre la destination à Accra et une autre destination. J'ai considéré, et pour vous dire, que j'étais déterminé à rentrer dans mon pays et à me livrer aux autorités, à la justice de mon pays. J'ai demandé qu'on atterrisse à Accra parce que Accra est à quelques encablures de la Côte d'Ivoire. Quand notre avion dérouté à Accra a atterri, j'ai demandé à sortir de l'avion pour aller à Accra. Le président, on est venu me dire que les autorités ghanéennes interdisaient que je descende de mon avion pour rentrer à Accra. Vous comprenez? C'est ainsi que, n'ayant pas le choix et ne pouvant pas prendre le risque de ces pilotes, parce que vous savez, un pilote par jour a un certain nombre d'heures de vol, et que si l'escale s'éternisait, il ne pourrait plus redécoller selon la réglementation de l'aviation. Donc, j'ai demandé à certains autres pays de m'accueillir sur leur aéroport. On attendait des réponses qui ne sont pas venues. Heureusement, la compagnie avait un accord avec l'Espagne. C'est comme ça que le pilote décide de redécoller pour l'Espagne. Et je suis largué en Espagne. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Ça peut paraître très, je ne sais pas, amusant. Mais quand vous êtes dans le ciel, ne sachant même pas où vous allez atterrir, et que, ne vous reprochant rien, on vous interdit votre terre natale, parce que moi, je suis un fils de la Côte d'Ivoire. Je suis un fils du terroir. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait à un homme politique comme moi. J'ai dû atterrir le 24 en Espagne, sans savoir où loger ni ce que faire. Donc, si la justice, on peut me garantir des conditions claires, je rentre dans mon pays et j'affronte la justice. Je n'ai aucun problème pour cela. Mais M. Ouattara ne veut pas que je rentre en Côte d'Ivoire. Il aurait pu me laisser atterrir tranquillement le 23 à Abidjan, me laisser rentrer chez moi à la maison. Le lendemain, on m'envoie en bonne et due forme une convocation. Mes avocats iraient répondre. Et puis la procédure se serait engagée et le pays serait tranquille. On a voulu m'éloigner de la Côte d'Ivoire. Et que cela vienne de celui qui a été exilé, celui qui a été martyrisé
à quelque chose de cynique que je veux dénoncer.